et c'est avec un très, très grand plaisir que je me présente ici pour dire quelques mots d'introduction. Mais avant tout, je pense que je dois mentionner vraiment mon émotion parce que cette salle, que très souvent est remplie de politiciens, de diplomates, de représentants de la société civile, est aujourd'hui remplie de gens qui se battent pour un enseignement meilleur. Et je pense que c'est comme un cadeau pour les Nations Unies vous avoir aujourd'hui ici pour démarrer votre congrès qui a comme objectif que nos enfants de tout le monde aient ce trésor que c'est une éducation, un enseignement pour la liberté et un enseignement pour le bonheur et le développement de notre planète, de notre commune planète. Alors, un grand merci d'avoir choisi les Nations Unies pour votre congrès, d'avoir choisi tous vous de se réunir à New York. Comme a été bien dit, je suis la présidente du Conseil de l'ONIS, l'École internationale des Nations Unies, depuis un an. J'étais jusqu'à très récemment aussi la responsable de la communication des Nations Unies et au présent, je suis un conseiller spécial du secrétaire général. Vous savez tous, chers amis, que UNIS est une école qui a le soutien de l'Assemblée générale des Nations unies, l'organe onusien qui accueille les 193 pays de l'organisation, a le soutien personnellement et institutionnellement du secrétaire général de l'ONU, a le soutien de la ville de New York et du pays hôte. Créé en 1987, cette année, nous fêtons le 70e anniversaire de l'ONIS. Et nous le fêtons avec émotion parce que c'est 2 ans après la création des Nations Unies qu'UNIS a été formé, a été créé par un groupe de parents qui voulaient donner la meilleure éducation possible à ses enfants, et notamment une éducation en ligne avec les principes de la Charte des Nations Unies. Nous accueillons maintenant 1600 enfants, des fonctionnaires, mais pas seulement, des diplomates, enfants, des parents qui veulent donner à ces filles et filles une éducation en ligne avec les valeurs onusiennes, une éducation en ligne avec ce que cette organisation représente. C'est pour ça que la célébration de votre première journée de congrès ici, c'est un signal très fort de lien entre la mission laïque française et la charte et les valeurs que l'organisation représente et défend. En effet, former des citoyens globaux, des citoyennes qui, dans un monde en pleine transformation, soient capables de bien réfléchir et d'agir pour le bien-être de tous est une mission essentielle de votre organisation, la mission laïque, mais sans doute est une mission de cette organisation. Je n'y vois que des liens très intenses entre la mission de votre organisation et la Charte des Nations Unies. Au moment où les valeurs de la convivence sont en plein défi, au moment où ils sont questionnés, renforcer cette éducation est franchement une obligation que nous tous avons ici au sein de l'ONU, mais vous dans votre mission, et renforcer une éducation dans la diversité, en le respect des races différentes, respectives des races, des sexes, des religions ou des langues. Sans doute, c'est plus crucial que jamais, et je rends hommage à tous vous que dans toutes vos institutions scolaires, vous avez ça au cœur de votre mission. C'est-à-dire que l'ancrage de l'enseignement dans cet humanisme ouvert d'esprit et soucieux des autres est une de vos missions, mais aussi c'est une des missions de l'Organisation des Nations Unies. Et en plus, l'ancrage d'un humanisme qui promeut la vie ensemble et la solution pacifique
de nos conflits. Mais je voudrais aussi ajouter qu'au-delà des valeurs que nous rejoignent et qui a la Charte des Nations Unies au centre, l'importance que nous considérons à le fait que la mission laïque française promeut aussi les actes politiques, les visions de travail pour le développement durable, les engagements internationaux pour sauvegarder notre planète. C'est-à-dire, travaillons au-delà des valeurs, travaillons le contenu pour préserver la planète et pour développer un monde beaucoup plus égal, beaucoup plus en ligne avec les objectifs du développement durable, ce que nous appelons ici l'agenda 2030. Vous savez que nos 3 piliers d'action aux Nations Unies, c'est promouvoir la paix, le développement et les droits de l'homme. Mais pour les atteindre et pour continuer cette bataille, nous avons créé 17 objectifs pour le développement durable qui sont une formulation active pour arriver à cet monde beaucoup plus égal et en effet qui a dans tous leurs axes d'action la prévention, la préservation de la planète et les êtres humains comme principaux acteurs. Monsieur, Mesdames, je me réjouis de vous donner de tout mon cœur un accueil ici à cette salle et je promets que le travail que unissent les Nations Unies et la mission laïque française ensemble vont faire sans doute aura un impact dans les futures générations que nous sommes en train d'enseigner et d'éduquer. Soyez les bienvenus. Une bonne journée à tous. Merci beaucoup ça marche, oui, de cette ouverture, chère Christina, et vous le dites avec le cœur, et chacune et chacun ici l'aura compris. Monsieur l'ambassadeur, dans vos fonctions précédentes d'ambassadeur de France auprès des États-Unis, vous étiez un soutien fidèle de l'enseignement français. Nous avons croisé bien des fois dans les établissements, toujours attentifs au travail que les uns et les autres peuvent faire et passionnés par le rôle de cette formation française dans ce pays qui est à la fois une grande terre d'accueil et aussi un défi pour nous. Merci aussi d'avoir favorisé cette réunion ici même, qui est maintenant votre maison, comme l'a rappelé Madame Galac, et d'introduire ces travaux. Un grand merci, Monsieur le Directeur Général, pour votre trop gentille introduction. Un grand merci également, chère Madame la Secrétaire Générale Adjointe, chère Christina, pour vos propos, votre accueil qui nous vont droit au cœur, comme l'a très bien dit Jean-Christophe. Christina Galac est à la fois la Secrétaire Générale Adjointe, donc en charge du département de la communication et de l'information, mais aussi la présidente de l'École internationale des Nations Unies, l'UNIS, dont on ne soulignera jamais assez la qualité et l'importante contribution à tout ce en quoi les uns et les autres, réunis ici, nous croyons. Christina est à la fois la grande professionnelle que nous estimons tous ici, l'une des personnalités les plus marquantes et les plus influentes des Nations Unies, et une grande amie de la francophonie. Alors un grand merci encore, chère Christina. Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur le Président de la Mission laïque française, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir pour mon équipe et pour moi de vous accueillir ce matin aux Nations Unies, dans cette belle salle de l'ECOSOC. C'est une émotion particulière aussi, c'est une salle où d'habitude nous négocions, parfois jour et nuit, sur les sujets, comme l'a dit Christina, les plus graves et pas forcément les plus faciles, de la paix, du développement, des droits de l'homme, et de voir réunis aujourd'hui, là je parle aussi quand même comme français et francophone, autant de talents, une audience à intimider le plus fier des orateurs,
je vais vous dire, c'est une grande fierté pour moi et pour nous tous. Cette enceinte des Nations Unies, symbolique entre toutes, exprime bien, je crois, ce qui nous unit aujourd'hui. L'ouverture, la tolérance, l'humanisme, l'échange entre les cultures et leur fondement, le respect de la dignité de chacun. C'est dire que quand Jean-Christophe Debaire, à qui on ne peut jamais dire non d'ailleurs, m'a demandé de prononcer quelques mots pour ouvrir le congrès de la mission laïque française, je n'ai pas hésité un instant. J'ai pu mesurer en effet au cours de mes diverses missions et affectations le rôle irremplaçable de la mission laïque qui a de longue date, c'est vrai, toute mon estime, mon plein et entier soutien. Sa cause, et c'est le message que je voulais vous passer en introduction, est aujourd'hui plus que jamais, dans le monde tourmenté dans lequel nous vivons, plus pertinente qu'elle ne l'a en effet jamais été. À l'heure où la tentation du repli sur soi, à l'heure où la tentation de l'extrémisme sont si grandes, il est plus nécessaire que jamais d'apprendre à nos enfants la richesse immense de la diversité des cultures et des langues. Au moment où les Nations Unies elles-mêmes suscitent parfois des interrogations, voire une forme d'hostilité de la part de certains, il ne faut pas hésiter à le dire, il est bon d'inculquer aux générations futures les bienfaits des valeurs d'ouverture et de générosité qui en sont les fondements. L'écrivain Amin Malouf, libanais et français, dans sa réponse au discours de réception à l'Académie française de Dany Laferrière, lui-même haïtien et canadien, exprimait cette inquiétude, je le cite, « N'est-ce pas là d'ailleurs le paradoxe calamiteux de notre siècle ? La planète serait devenue, dit-on, un même village global. Pourtant, les esprits ne cessent de se cloisonner chaque jour un peu plus. Nous avons au bout des doigts tout le savoir des hommes, comme nous ne l'avons jamais eu, comme nous n'avions jamais rêvé de l'avoir, et au même moment, nous sommes pris dans une spirale de régression morale dont nous ne savons plus comment sortir. » Fin de citation. Je crois que la meilleure réponse à ce paradoxe de notre temps se trouve dans un enseignement comme celui que dispense la mission laïque, forte de ses 111 établissements et ses plus de 55 000 élèves dans 39 pays, un réseau donc puissant, influent, et ça n'est pas à moi de le dire, vous en êtes tous convaincus d'une remarquable qualité. L'enseignement que vous dispensez dans vos établissements exige d'abord, bien entendu, la compétence, la culture, la rigueur. Vous devez transmettre le meilleur de ce que les esprits les plus ingénieux, les plus subtils, les plus féconds ont pu découvrir au cours des siècles. On pense souvent que les violences, les guerres sont le fruit de l'avidité, du calcul, des intérêts. C'est sans doute vrai, en partie, mais nous constatons tous, et peut-être nous autres, plus encore dans cette enceinte des Nations Unies, que bien souvent l'ignorance, l'incompréhension ont une grande part de responsabilité. Certains s'en étonneront peut-être à l'âge d'Internet, lorsque l'information est devenue si abondante, si bon marché, si rapide. Le rôle de l'instruction n'est-il pas devenu plus modeste ? N'est-il pas incomparablement moins utile qu'au Moyen-Âge, ou même au XVIIIe siècle, lorsque le livre était, si j'ose dire, un luxe ? Je ne le crois pas, et nous ne le croyons pas ici. L'information est abondante, il est vrai, mais elle n'est intelligible qu'à ceux qui ont un esprit bien formé, le goût de l'étude, l'humilité devant le savoir, et qui savent mettre en perspective ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent. Pour les autres, cette abondance fait souvent plus de mal que de bien, car elle les noie dans l'anecdote et elle peut leur donner l'illusion du savoir en confortant parfois même leurs préjugés. Mais au-delà de la compétence, l'enseignement, vous le savez tous 1000 fois mieux que moi, exige le don de soi, le dévouement personnel du professeur, de l'enseignant. Car au fond, on est au moins autant sensible à la passion de celui qui vous instruit qu'à la clarté et à l'étendue de son message. On se souvient de la célèbre distinction des 3 ordres de Blaise Pascal, ce morceau d'astre dont parlait François Mauriac, l'ordre des corps, c'est-à-dire celui des biens matériels, l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire celui de la raison, et l'ordre de la charité, c'est-à-dire dans son esprit celui de la foi, du don. Eh bien, il me semble que l'enseignement n'est pas seulement du côté de l'esprit, il est aussi du côté de la charité, pris dans ce sens que lui donnait Pascal. Cette remarque me conduit à parler de la laïcité
qu'il nous appartient à tous de mieux faire comprendre ici à nos partenaires, et notamment dans cette enceinte des Nations Unies, tant cette notion française que nous partageons vraiment dans nos gènes, les uns et les autres, est difficile à expliquer au monde extérieur. C'est en effet une notion subtile qui est souvent mal comprise, sous ton contrôle, Christina, parfois attaquée, et pourtant elle n'est dans notre esprit à tous, je crois, ni la marque du scepticisme, ni celle de l'indifférence, moins encore celle de l'hostilité à l'endroit des religions. Elle témoigne simplement, cette notion de laïcité, du respect de la liberté de conscience, et elle suppose de considérer chaque citoyen comme une personne à part entière, capable de juger par ses propres lumières, non comme le simple membre d'une communauté. Je crois qu'en ce sens, la laïcité est le meilleur garant de la liberté de l'enseignement et le meilleur témoignage de notre foi en la raison. C'est dire combien votre mission est essentielle, et je pense, encore une fois, notamment ici dans l'enceinte des Nations Unies, où nous devons expliquer et expliquer encore cette notion fondamentale de laïcité. Enfin, bien sûr, je ne veux pas être trop long, vous propagez la langue française et la culture française et francophone. Cette langue, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais il faut le dire ici aux Nations Unies, cette langue que tu exprimes avec un accent merveilleux, chère Christina, est au cœur de notre identité, de celle de la France, mais je crois plus largement de celle de nos amis francophones, de tous ceux qui communient dans cette langue. Elle est un trait d'union. Elle est un trait d'union entre tous les pays et tous les êtres qui parlent et aiment cette langue en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. C'est aussi un trait d'union entre les époques. Je pensais, en préparant cette intervention, à l'admirable mathématicien et physicien de Bâle, Leonhard Euler, dont l'œuvre immense est en latin le plus souvent, mais aussi en français et en allemand, est toujours écrite avec une clarté de cristal. Il était déjà le symbole de ce cosmopolitisme de la science que la francophonie, dans sa formidable diversité, a toujours favorisé. Et je suis très heureux que votre congrès traduise par la diversité et la qualité, bien sûr, des participants, cette fraternité entre les cultures, cette communion de la francophonie qui est, pour moi, comme ambassadeur de France ici, l'atout maître et le message central. Je me réjouis notamment que M. Arwan Hamadeh, ministre de l'Éducation du Liban, nous fasse l'honneur, le grand honneur et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, votre présence, je salue également votre excellent ambassadeur, compte énormément pour chacune et chacun d'entre nous. S'agissant des Français, certains observateurs ont remarqué avec amusement, parfois un brin d'ironie, combien nous tenions à notre langue. Je crois que cet attachement a des raisons qui tiennent aussi à notre histoire, d'abord à notre histoire. La France s'est toujours divisée sur tout. Nous aimons examiner, contester, railler. L'esprit français, l'esprit critique fait notre force, parfois aussi, il faut bien le dire, nos faiblesses. Mais la langue française nous a sauvés, et là je parle comme pays, nous a sauvés de la désunion. Et il est frappant de constater combien même les esprits les plus frondeurs lui sont profondément attachés. La langue française, ce joyau poli par le temps, est capricieuse et d'une effroyable complexité. Pour forcer un peu le trait, et comme on me le dit souvent ici, avec une pointe de reproche amical, notre grammaire a en commun avec la langue allemande l'abondance des règles et avec la langue anglaise la prolifération des exceptions. Mais une belle chose, mes chers amis, mérite quelques sacrifices. Je crois que nous devons non seulement la protéger, cette langue qui est notre trésor commun, mais aussi en assurer le rayonnement, comme vous le faites si bien, ici, dans l'ensemble des enceintes des Nations Unies, au service du multilinguisme qui est proprement l'ADN, le marqueur des Nations Unies. Je peux vous dire que ce combat pour la francophonie, ce combat pour le multilinguisme, pour la diversité des langues et des cultures, pour le dialogue des langues et des cultures, est au cœur du combat que nous menons avec mon équipe et avec l'ensemble de nos pays partenaires. Enfin, vos établissements inculquent la finesse, le discernement, le sens des nuances. En cela, vous combattez le terreau naturel de tous les fanatismes, de tous les racismes, de tous les préjugés. Le dogmatisme qui, faute de s'ajuster à la réalité changeante et diverse de l'humanité, faute même d'en sentir la richesse, se fige dans les jugements sommaires et aveugles. À cet égard, je ne puis résister au plaisir
de citer Henri Bergson, qui, dans un discours au lauréat du concours général, c'était en 1895, quelques années avant la naissance de la mission laïque, en 1902, si je ne m'abuse, disait si bien, et je cite Henri Bergson, « L'éducation classique, même quand elle paraît attacher le plus d'importance aux mots, nous apprend surtout à n'en pas être dupe. Elle pourra changer d'objet particulier, elle conservera toujours la même fin générale, qui est de soustraire notre pensée à l'automatisme, de la dégager des formes et des formules, afin de rétablir en elle la libre circulation de la vie. » C'est sur cette belle citation que je voulais m'arrêter. Sinon, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Président, vous ne m'inviterez plus la prochaine fois. Mais sachez du fond du cœur combien je suis heureux, honoré, profondément honoré de vous accueillir aujourd'hui dans cette enceinte des Nations Unies qui vit grâce à vous et qui, j'espère, à travers cette journée, vous apportera aussi des éléments intéressants. J'espère aussi que vous y reviendrez, car après tout, cette enceinte des Nations Unies est la maison de tous les hommes et les femmes, et c'est notamment aujourd'hui la vôtre, et j'en suis, comme ambassadeur de France, extraordinairement fier. Un grand merci. Monsieur l'ambassadeur, ces mots qui seront, comme toutes les interventions, retransmis avec le décalage horaire dès ce soir, donc seront appréciés parce que c'est un grand éloge des pédagogues, de la pédagogie, de la langue, dont vous refusez qu'elle s'épuise devant la réalité. C'est votre métier. Merci. Monsieur le Président de la Mission laïque française, vous avez la parole. Merci. Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues et amis recteurs, directeurs généraux, directeurs, inspecteurs généraux, Madame la conseillère culturelle, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur particulier, vous le comprendrez, de m'exprimer devant vous dans cette enceinte prestigieuse. Et je voudrais remercier Madame très chaleureusement, ainsi que vous, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir permis que cela se fasse ici. Au nom de notre association et de ses administrateurs, je vous adresse à tous d'abord nos chaleureux remerciements pour votre mobilisation autour de notre congrès annuel, dont je vais, en quelques mots, vous dire la fonction et le sens que la mission laïque française souhaite lui donner. D'abord, renforcer la culture commune de nos équipes de direction et du siège et favoriser l'intégration des nouveaux partants que je salue ici. En effet, agir dans une quarantaine de pays au travers d'établissements scolaires de nature et d'environnement très différents exige, à échéance régulière, de rapprocher, de partager les convictions et les savoir-faire. Nos congrès visent à échanger entre nous et avec nos partenaires sur notre vision de l'école en général et de l'école française à l'étranger en particulier. Car notre organisation est une mission et elle porte un message. Elle est l'héritière de la longue et prestigieuse tradition de l'école de la République. Aux côtés de l'État et comme partie constitutive de l'enseignement français à l'étranger, elle assure une mission de service public. Mais elle s'adresse à une majorité d'enfants étrangers et travaille plus particulièrement dans un esprit de coopération avec les pays d'accueil. Elle promeut dans le respect de la diversité le rôle de la langue française comme grande langue de culture et de formation. Elle milite pour une école qui aide l'enfant à devenir un adulte libre, autonome, un citoyen éclairé et responsable. Enfin, vous l'avez rappelé, Monsieur l'ambassadeur, elle appartient à cette partie de la société civile française qui reconnaît dans la laïcité un principe, non le seul, de construction d'une société apte à faire vivre dans la paix et la solidarité des hommes et des femmes d'origine, de croyances et d'usages divers. Conjuguer toutes ces missions n'est pas aisé, je vous l'assure, et je rends hommage aux professeurs, aux cadres, aux parents, aux partenaires de nos écoles qui s'unissent et font société autour du programme français
parce qu'ils y croient, jamais sans débat, toujours avec conviction. Voilà autant de raisons également légitimes pour vouloir accompagner et étayer notre action par une contribution régulière au débat français et international sur l'école. Et c'est pourquoi les administrateurs de notre association tiennent à ce congrès, ils tiennent aux efforts intellectuels mais aussi matériels qu'ils mobilisent. J'en remercie ici tous les personnels du siège de la MLF qui l'ont bâti et tous les intervenants qui vont l'animer. Ce congrès affirme notre identité, notre conception collective et collégiale de l'action. Il témoigne de notre responsabilité face à un héritage intellectuel et moral plus que séculaire. Cette responsabilité, chers amis, quelle est-elle aujourd'hui? Et ce faisant, j'en viens à notre sujet. 3 questions mises en discussion sont notre fil conducteur. Notre raison d'être est de faire vivre et développer l'enseignement français hors de France. Nous créons des établissements, nous en accompagnons d'autres qui ont leur vie propre, mais qui se rapprochent de nous pour être plus forts ensemble. Mais pour mieux faire, nous voulons anticiper, nous voulons imaginer ce que sera le lycée français international de demain. Nous voulons réfléchir aux moyens de le faire advenir. En Amérique du Nord, précisément aux États-Unis où nous avons choisi de nous réunir, j'ai cru percevoir auprès des 22 établissements qui se réclament de la mission laïque, d'abord une curiosité, puis la naissance d'un vif intérêt à bénéficier de services communs sur la formation des professeurs, l'innovation pédagogique, l'accès à l'expertise et la recherche, c'est-à-dire tous les éléments qui font la qualité de l'école. Voilà pourquoi, il y a 3 ans, nous avons créé MLF America, une sorte de laboratoire pour la MLF. C'est une association de droit local, bien dans l'esprit de la culture américaine des associations que vantait Tocqueville, que nous appelons désormais la coopérative pédagogique, afin d'illustrer ce que nous entendons par réseau. Il s'agit d'abord de bien comprendre les établissements et non de leur imposer un modèle, ce qui serait illusoire, puis de créer à leur usage un réseau de partage et d'échange pour l'enrichissement des compétences et de la qualité pédagogique dans le total respect de l'identité de chacun. Ensuite, de faire entrer ce réseau dans une relation de coopération avec un territoire académique français envisagé comme source et ressource, mais aussi bénéficiaire de cette coopération qui lui procure une ouverture internationale. Nous signerons ce soir, avec le recteur de l'Académie de Caen, une convention. Elle sécurisera un peu plus MLF America, dont l'activité fait honneur à tous nos collègues dans cette zone, du délégué de la MLF au conseiller pédagogique et professeur, en passant par le coordonnateur, notre proviseur du lycée de Dallas. Plusieurs autres et bons exemples pourraient être cités ici, avec Paris, avec Dijon, dont les recteurs, également très impliqués, nous font l'amitié de participer personnellement à ces assises. Et cela nous conduit tout droit au thème de ce congrès, c'est-à-dire à l'observation des évolutions du monde, de la grande diversité des contextes qui retentissent sur l'école française et éloignent de nous la tentation gallocentrique. Nos écoles, nos lycées, ressemblent d'un certain côté à des entreprises. Comme ces dernières, ils connaissent le risque, ils ont appris à prendre des risques. Bien sûr, leur objet n'est pas marchand, et paradoxalement pourtant, ils sont sur le grand marché de l'éducation et doivent désormais être attentifs à la façon dont ils sont vus, perçus, appréciés, pour vérifier leur propre compétitivité. Ils sont de plus en plus pressés par les lois des États souverains, par la demande des usagers, mais aussi, disons-le parfois, par les contraintes françaises. Nous sommes là pour déchiffrer avec eux l'avenir. Nous sommes aussi là pour les aider à l'affronter. Et troisième point, ce défi questionne finalement la mission de rayonnement et d'influence, je reprends ici les termes consacrés de notre diplomatie, qu'assigne l'État à l'enseignement français à l'étranger. C'est notre défi commun, et nos universités le savent bien,
Cette empreinte française est-elle durablement forte? Comment situer notre modèle dans le monde? Comment faire pour que dans 10, 20 ans, une formation française soit une chance pour les jeunes dont les familles ont un jour fait le pari de notre langue, de notre culture, de notre école, et qui comptent bien en faire un atout dans la mobilité qui les attend, d'abord dans l'enseignement supérieur. Chers amis, nous sommes ici dans le temple de l'universel, construit sur les ruines laissées par deux guerres et par la volonté des États. Autant dire une utopie en marche, celle d'une mondialisation possible et solidaire. Nous n'y sommes évidemment pas par hasard. D'abord parce que, pour reprendre les mots de Valéry à propos des Français, notre particularité, disait-il, et parfois notre ridicule, mais souvent notre plus beau titre, c'est de nous croire, de nous sentir universels. Je veux dire, hommes d'univers. Ensuite, parce qu'ici, la langue française a toute sa place de grande langue internationale. De même, bien sûr, on l'a rappelé, que l'éducation, car on est ici convaincu qu'elle est la base d'un meilleur monde, d'un monde meilleur. N'oublions pas ce que, à l'aube des années 2000, les objectifs du millénaire pour le développement ont fait pour éveiller les consciences et presser les États de promouvoir l'éducation pour tous. N'oublions pas ce que font tous les jours dans leur domaine l'UNICEF et l'UNESCO, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, auquel, vous le savez, notre directeur général a apporté son concours 2 années durant en Afrique. Ici, enfin, nous sommes à côté de UNIS, l'École des Nations Unies, notre établissement partenaire qui vous accueillera demain. Merci 1000 fois à Jane Camblin, sa directrice, d'avoir pensé que la MLF devait réunir son congrès à New York pour dire combien notre modeste association partage avec les Nations Unies l'engagement pour l'école où, dès le plus jeune âge, on apprend à vivre bien ensemble. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Cher François, je pense que tout le monde est heureux et fier ici de travailler sous ta direction. Présidence, mais c'est pareil. Monsieur le ministre, ce congrès, comme notre président vient de l'évoquer, veut évaluer les chances qu'aura l'enseignement français à l'étranger d'être dans 20-30 ans un grand modèle encore de référence, parmi d'autres, mais avec sa réputation. Mais le scolaire, l'école en France, à l'étranger, c'est une base, c'est le ciment des nations, mais il ne serait rien, d'une part, comme l'a rappelé le président, sans l'université qui le tire, sans les pays et les territoires qui l'accueillent et la font vivre, sans l'ingénierie pédagogique qui les organise, responsabilité qui incombe à l'éducation nationale, et sans l'usage que notre société et ses partenaires à l'étranger en font, et sans le regard qu'ils portent sur cette école. Ce sont ces 4 entrées qui, en effet, structurent ce congrès. Le politique, Monsieur le ministre, les comprend tous, et c'est pourquoi nous avons souhaité, et vous l'avez accepté, nous vous en remercions vivement, qu'il soit ouvert par vous. Le Liban, c'est le berceau de la mission laïque française, vous le savez bien. Et l'enseignement français à l'étranger y est profondément attaché depuis plus d'1 siècle. Le Liban est un pays francophone. Il est dans une région construite et soudée par la langue arabe et l'usage de l'anglais désormais. Le Liban, enfin, c'est une terre de brassage et de diaspora. Lorsqu'on parle du et depuis le Liban, on atteint le Golfe, l'Afrique, le Brésil. Monsieur le ministre, merci de votre présence. Vous l'avez accepté parce que vous avez pour nous un attachement ancien, affectueux. La mission laïque a été votre école. Peu de personnalités sont autant que vous associées aux passions et aux vicissitudes de la vie publique libanaise.
Vous êtes un homme engagé, un responsable politique maintes fois associé à la vie gouvernementale et aujourd'hui à l'un des portefeuilles les plus prestigieux. Le Liban est votre passion et il a failli aussi vous coûter la vie. Peu de personnalités sont autant que vous amoureux de la langue et de la culture française, et l'ancien journaliste que vous étiez est un observateur avisé des glissements linguistiques et culturels qui s'opèrent dans la région. Monsieur le ministre, la langue, la culture, l'école française ont-elles encore une empreinte, un rôle et donc un avenir dans votre pays en toute coopération? Et le Liban conserverait-il lui-même toutes ses chances si par malheur il devait y renoncer? Merci. Madame la secrétaire générale adjointe, messieurs les ambassadeurs de France et du Liban, monsieur le président, monsieur le directeur général, messieurs les recteurs, les proviseurs, les directeurs, mesdames et messieurs, de vifs remerciements d'abord au secrétaire général, au nouveau secrétaire général, M. Gutiérrez, et à Madame la secrétaire générale adjointe pour nous avoir hébergés dans ce prestigieux hémicycle. Mais aussi, bien sûr, une note d'excellence pour François Perret et Jean-Christophe Debert. La mission laïque française n'aurait pu mieux faire pour tenir son congrès annuel. Un palais de verre, siège des Nations Unies, dans la mégapole la plus cosmopolite du monde. Il y a presque, dans ce choix, une réponse symbolique que Mme Galache a soulignée dans son propos, au questionnement posé sur les enjeux internationaux de l'enseignement français à l'étranger. Pour ma part, je me sens particulièrement honoré par un autre choix, celui qui s'est porté sur moi, cher président, cher directeur, afin de participer à l'inauguration de ce congrès par un propos liminaire qui, à travers la langue française, me ramène personnellement 70 ans en arrière. À 7 ans, mesdames et messieurs, je rentre à Beyrouth après une courte scolarisation à Paris où mon père était consul du Liban. D'emblée, je suis la tradition familiale. Pourquoi familiale? Parce que la mission laïque française est d'abord laïque, elle est française, elle est de qualité, elle était établie à Beyrouth en primeur. Le lycée français, rue Abdelkader, une très belle villa et un bâtiment annexe dans une pinède. Notre directrice, et là est le signal de la laïcité de la mission, Madame Lévy, femme remarquable et de poigne, y règne de toute son autorité, comme vous le faites d'ailleurs dans vos établissements. Dehors, nos aînés nous entraînent dans des manifestations contre Israël et pour la Palestine usurpée. Donc, vous voyez le tableau. Beyrouth, berceau du droit romain, n'est encore qu'un gros bourg méditerranéen. Le Liban est encore, comme vous le constatez, un havre de tolérance. Le français côtoie l'arabe partout, dans les tribunaux, l'administration, et aucun membre du gouvernement n'est encore issu d'une école ou d'une université qui ne soit pas francophone. Langue d'abord maternelle, premier mot, première ballade, premier conte, le français dont il m'est demandé de vous entretenir ce matin en français et à New York, devant une assemblée à la fois familière et impressionnante, au siège symbolique de nations si déchirées, mais encore unies heureusement par une charte et presque désormais par une langue qui n'est pas la nôtre, qui est l'anglo-américain,
ce Français aurait été et restera, dans mon pays, le Liban, dans ma nation arabe et dans ma région, le Moyen-Orient, au centre de nombreux débats, mais des débats affectifs. Ces débats ont débordé depuis longtemps le cadre linguistique pour poser et proposer une thématique largement inspirée par le triptyque mission laïque française. Le français a-t-il ou est-il chez nous seulement une langue? C'est là la grande question. A-t-il une mission ou est-il porté par une vocation missionnaire? Nom de la mission laïque. Est-il à son tour porteur d'un message républicain et laïque? Et c'est là la nouveauté dans un Proche-Orient qui en est très loin. Voilà qui ouvre le thème d'un biculturalisme riche et périlleux dans le monde arabe, avec bien sûr une exception libanaise que la convivialité ethnique et religieuse a toujours permis. 17 communautés. Moi-même, je suis marié à une chrétienne orthodoxe, je suis druze, donc le rite musulman. Mes enfants ont épousé des chrétiennes maronites, donc catholiques. Mes petits-enfants sont mixtes et mes enfants eux-mêmes, pendant la guerre civile libanaise à qui l'ORTF de l'époque posait la question « À quelle communauté appartenez-vous » avaient répondu « Nous allons aller demander à maman ». C'est ça la mission laïque. Voilà qui ouvre le thème d'un biculturalisme riche et périlleux, comme je l'ai dit, et mon exercice, je l'avoue, pourrait aisément déraper vers une rétrospective presque familiale, professionnelle ou politique aussi, une sorte d'autobiographie franco-libanaise, druze et auvergnate, présentée comme un cas d'espèce, voire comme des travaux pratiques d'une déconfessionnalisation souhaitée dans mon pays, d'une cohabitation linguistique maintenue à bout de bras ou d'un choc de culture vécu et constamment réprimé. J'ai dit cas d'espèce, je pourrais dire cas d'exception. Tout le monde chez nous, dans nos espaces libanais, arabes, méditerranéens, n'est pas nécessairement biculturel, et encore moins binational. Malgré les deux rives, je dirais les nombreuses rives de notre émigration, et Monsieur le Président y a fait allusion, Monsieur l'Ambassadeur aussi, le nombre croissant des Franco-Libanais, Libano-Canadiens, Libano-Australiens, Libano-Américains, Libano-Brésiliens, le phénomène biculturel demeure plutôt une affaire profondément locale qui affecte à tout instant tous les aspects de notre vie, depuis le statut personnel jusqu'à l'éducation, pour atteindre, quand les passions s'exacerbent dans le monde et dans notre région, les choix politiques et les questions identitaires. Seuil critique qui n'est certes atteint que dans les moments de grande effervescence, mais qui demeure à l'état latent notre principal défi sociétaire et national. Tous les chantres de l'expérience biculturelle libanaise se sont employés à en magnifier le phénomène, ou au contraire à le diaboliser. Dans la délicate équation richesse contre péril, les longues périodes d'embellie ont poussé les uns, heureusement plus nombreux et plus qualifiés, à vanter les avantages de l'expérience, forçant la dose sur son aspect pionnier, comme pour en justifier les errements occasionnels. Les autres, heureusement minoritaires, sont à l'affût des défaillances du système, avec les éruptions de violence qui s'ensuivent. S'agissant du Liban en particulier, le laboratoire homologué par le Saint-Père n'est toujours pas à l'abri des mélanges explosifs, même linguistiquement. C'est là où le français, associé à la laïcité, repose la question de savoir si le Liban et le Moyen-Orient, que nous ne cessons de refaire après l'avoir défait, ou c'est tout aussi vrai de le défaire après l'avoir fait, sont condamnés à vivre en purgatoire permanent entre l'enfer de l'uniformité culturelle, loué par les uns, et le paradis de la diversité culturelle, souhaité par les autres. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, permettez-moi un bref historique et un état des lieux.
Au départ, le français s'infiltre au Moyen-Orient. Il trouve au Liban, mais pas seulement chez nous, un terrain de prédilection à la diffusion des idées et des valeurs. Après le siècle des Lumières, la Révolution française, la curiosité se déplace des idées vers les lettres qui en sont porteuses. Traducteurs et auteurs arabes trouvent de nouvelles sources d'inspiration. On est loin des croisades, bien sûr, qui n'ont laissé que des châteaux forts et des relents d'amertume. Mais l'on pressent déjà l'expansion culturelle qui précède les protectorats ou les mandats, souvent établis d'ailleurs avec les organisations internationales. Car la deuxième étape est déjà entamée. Les missions, d'abord religieuses, s'incrustent chez les chrétiens d'Orient. Viennent ensuite les missions laïques, qui élargissent le spectre de l'influence culturelle. Bien avant MLF America, Monsieur le Président, vous avez réussi des MLF Arabica et surtout un MLF Libanica. Au-delà des minorités d'Istanbul, à Smyrne, à Antioche, Alep, Beyrouth ou Alexandrie, on peut lire de nombreux romans à ce sujet, l'élite arabophone musulmane est désormais atteinte. Les relations politiques sur fond de colonisation feront le reste. Ils le feront au Moyen-Orient, ils l'ont fait beaucoup plus peut-être en Afrique du Nord. Pour accéder au pouvoir sous le mandat, il faut parler français. Et si l'on veut pousser plus haut, il faut passer par la Sorbonne ou les grandes écoles. Mais le phénomène se limite à la Syrie et au Liban. Les accords de Sykes-Picot, les fameux accords de Sykes-Picot, ayant attribué, après la Deuxième Guerre mondiale, à la Grande-Bretagne le reste du Proche-Orient, qui s'ajoute à l'Égypte, une Égypte célébrée et choyée par la France, mais qui ne parle déjà plus français dans sa majorité. Quatrième et dernière étape, la décolonisation vient, après la Deuxième Guerre mondiale, aviver une crise de xénophobie culturelle, que nous vivons d'ailleurs encore, qui vise tout l'Occident et bien sûr en même temps le français. Seul le Liban garde ses écoles, la mission laïque, ses universités, ses journaux et ses auteurs, les Amin Maalouf, André Chdid, Salah Sdeiti, Michel Chiha, Nadia Touini et bien d'autres. Mais ailleurs, le journal d'Istanbul et la Gazette d'Alexandrie disparaissent. Les élites francophones émigrent alors que leurs écoles ferment à Damas comme à Alep. Une sorte de désertification culturelle et linguistique s'installe, accentuée par les coups d'État militaires et les dictatures qui érigent au Moyen-Orient des républiques monarchiques où la médiocratie règne jusqu'au printemps arabe malheureusement avorté. Les ismes se succèdent. Totalitarisme et populisme engendrent un intégrisme qui fausse depuis les donnes religieuses. Et nous le vivons. À partir de là, entre les deux approches historiques, se profile la théorie attrayante d'une monoculture à noyau libano-arabe dont le versant occidental serait particulièrement perméable, permettant ainsi une diversité qui n'affecterait en rien l'homogénéité du tissu national. Mais c'est déjà très limité. Car le fameux adage de Georges Nakache, un de nos grands ministres et éditorialistes, « deux négations ne font pas une nation », revient périodiquement sur le terrain et entraîne dans ses rebonds une série de questions accessoires. Deux cultures font-elles une nation ? Deux religions font-elles une société ? Et l'on pourrait aller loin, très loin, sur la pente des interrogations. Deux programmes jumeaux, aboutissant au bac tantôt libanais et parfois français, font-ils une éducation nationale ? Tous les matins s'entassent sur mon bureau les demandes de dispense sollicitées par des élèves écartelés, surtout ceux qui viennent de l'émigration libanaise. Vos collègues de Beyrouth en savent quelque chose. Beyrouth, Tripoli, Saïda et autres. D'ailleurs, si l'on évoque aujourd'hui chez nous l'homologation du bac international, c'est bien dans un esprit d'ouverture supplémentaire, mais que je voudrais réguler moi-même à partir de votre expérience pour éviter la dispersion souvent commercialisée de nos diplômes.
Au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au Liban, dont j'ai l'honneur et le dur privilège de détenir le portefeuille, nous en sommes conscients et nous essayons notre expérience, mais avec prudence. Et les débats parlementaires à ce sujet n'en finissent pas. C'est ici que je m'intéresse plus particulièrement pour le Liban et le Moyen-Orient à ce nouveau concept de la mission laïque française dont vous allez débattre, le lycée français international. Ce pari dualiste que vous prenez sur la valorisation de la tradition française et sa capacité d'adaptation sont justement les ressorts de mon pari sur l'avenir de la langue française comme véhicule d'un programme de valeurs pouvant concilier la francophonie avec un environnement arabophone et l'ouverture anglophone. Je me tourne ici vers nos collègues du Caire, de Jeddah, de Dubaï, entre autres, de l'Amérique, des États-Unis aussi, à ce sujet. Nous avons aussi lancé cette expérience à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, établissement largement centenaire, jésuite et francophone, dont je suis membre du conseil stratégique. L'anglais y trouve sa place dans les cursus et l'université, qui a déjà ses antennes à Abu Dhabi et à Qatar, a inauguré dans ses locaux un institut Confucius. Donc, comme vous voyez, on va encore plus loin. Il est d'ailleurs intéressant de relever que si dans le domaine universitaire, la compétition est devenue très étroite, à Beyrouth même, entre l'Université Saint-Joseph et l'Université américaine de Beyrouth, établissement important et prestigieux. Sur le plan scolaire, le français conserve une certaine avance, largement héritée du mandat, mais tout aussi largement conservée grâce à la mission laïque, aux écoles religieuses et au secteur public de l'éducation nationale qui continue de le favoriser comme première langue, malgré les pressions que vous pouvez imaginer, parfois politiques et le plus souvent parentales aussi. Dans cette course à l'influence culturelle qui a toujours eu ses consonances politiques, l'arabe, nullement affecté par les 400 ans de califat ottoman, le turc n'a pas remplacé l'arabe, avait repris des couleurs avec la Nahda. La Nahda, une renaissance littéraire qui a précédé notre émancipation nationale. Vous ne pouvez plus dissocier aujourd'hui les courses à la langue des luttes d'influence. Contemplez le spectacle. La mosaïque de cultes qui fonde la géographie ethnique et religieuse du Moyen-Orient, un patchwork rituel et tribal, est-elle totalement exclusive de dénominateurs communs sur le plan de la culture, ou au contraire, l'ensemble de ces apports, avec leurs alluvions de mœurs et de coutumes, partagés tantôt avec l'Occident, tantôt avec l'Orient, constitue-t-il un concentré de richesses culturelles rares, voire uniques au monde dans cette région? Et dans ce creuset, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je l'affirme encore, la langue arabe, qui est celle du Coran, bien sûr, mais aussi désormais des églises orientales, même si elles vivent des moments durs dans la région, donc partagée par tous, constitue le ciment qui lie et qui lie encore mieux grâce à l'apport d'autres langues en partage, comme celles des valeurs exprimées en français et celles des intérêts traduits en anglais. Mesdames et messieurs, je ne me suis jamais tracassé de savoir lequel de l'arabe ou du français est ma première langue. L'une est ma langue nationale, l'autre est le véhicule de valeurs auquel je crois. Ainsi, pour l'arabité et la francophonie, l'avenir est dans la promotion des valeurs de démocratie, de liberté, de tolérance et d'échange, de rejet du racisme, dont vous avez si bien parlé, madame, et de l'exclusion, autant de valeurs empruntées à nos deux civilisations quand elles ne dérapent pas. Ma réconciliation intérieure, moi-même, s'est faite sur ce compromis. L'avenir du français au Moyen-Orient dépend de ce même compromis. Un compromis, une expérience où l'usage du numérique, bien sûr, comme concept de dépassement, peut aussi jouer un rôle décisif de conjugaison entre les programmes. Et les parcours hybrides que vous avez construits et que vous évaluez lors du présent congrès pourraient servir de feuille de route pour nous à l'échelle du Liban et du monde arabe. Comme entracte illustré, je voudrais juste ici citer les jeunes Syriens déplacés
et qui, par centaines de milliers, sont aussi nombreux que les petits Libanais dans nos écoles publiques. Des filles et des garçons venus de Raqqa ou d'Alep, de Damas, de Homs ou de Daraa, pleins d'appétit pour l'apprentissage des langues étrangères, le français entre autres, et pour l'adaptation au numérique, tous deux inconnus dans les écoles de type nord-coréen du régime de Bachar el-Assad. Ces enfants n'ont pas seulement échappé au gaz sarin, ils respirent mieux dans nos écoles. Pour toutes ces raisons, je crois en un avenir du français au Liban et au Moyen-Orient. Bien sûr, cette langue résiste par les valeurs qu'elle incarne, propage et dissémine. La littérature, la philosophie, l'histoire en sont et en resteront des supports distingués. Mais le français rebondit aussi comme langue de paix, de goût, de raffinement et d'un plus culturel, sans jamais perdre sa capacité de façonner un système éducatif comme vous le faites ici chaque année dans vos congrès, outre-Atlantique et bien sûr chez vous et chez nous. Ce système ouvert à toutes les options préparerait dans l'excellence ces mêmes options. À Beyrouth, je ne connais pas un bachelier francophone incapable d'inverser ses priorités linguistiques et si son parcours universitaire l'exige. Or, le contraire n'est pas valable. Et c'est là un point d'honneur et un défi permanent pour nous tous réunis ici. Mes chers amis, puis-je donc prôner comme objectif une France au Moyen-Orient avec la langue et les valeurs que vous portez précisément à la mission laïque. Une France au Moyen-Orient qui ne soit plus simplement le titre d'une causerie. C'est à un appel au rêve que je vous invite, en quête d'une nouvelle spiritualité culturelle qui engendrerait une politique équilibrée, juste, compréhensive, comme celle que pratique l'ambassadeur de France ici, qui entraînerait l'Europe, qui influencerait l'Amérique, qui contiendrait la Russie et qui freinerait de ce fait la déshumanisation de notre monde. La France a, malgré les ratés de la colonisation, capitalisé au Moyen-Orient sur ses propres valeurs comme sur les erreurs des autres. Elle peut donc administrer au conflit ouvert ou potentiel une autre thérapeutique que l'inopérant cocktail de violence et d'injustice couramment prodigué sur notre planète. La France a compris que le choc n'est pas entre les civilisations, qu'il est à l'intérieur de chacune d'elles. Je l'ai dit à Beyrouth à l'occasion d'un colloque récent sur le Moyen-Orient et l'Afrique, et en m'adressant à l'ambassadeur de France précisément. Le bien et le mal ne peuvent pas faire l'objet d'un manichéisme simpliste comme on le fait avec l'islam aujourd'hui. La terreur peut être blanche, noire, jaune ou basanée, elle peut être musulmane comme elle a été chrétienne ou israélite. Elle peut être, comme la Palestine l'atteste chaque jour, d'État ou privé, de gauche ou de droite, du nord ou du sud. Désormais, ceux d'entre nous qui pensent en arabe, écrivent en français et croient au dialogue des cultures se sentent en paix avec leur francophonie et leur arabité, dès lors qu'elles ne sont plus antinomiques. Nous croyons fermement à une sorte de dialectique absolument bienfaisante pour les deux cultures, en cela que l'arabisme devrait puiser dans les valeurs véhiculées par la francophonie, de quoi lui permettre de revivre ce troisième millénaire dans un esprit d'ouverture et de modernité. À l'opposé, la francophonie peut trouver dans l'espace arabophone la meilleure caisse de résonance à ses valeurs. On constate aussi combien cette notion, qui était mal perçue et qui apparaissait à l'élite arabe comme la survivance d'un orientalisme suranné, trouve aujourd'hui des atomes crochus avec le monde arabe et islamique. Malgré les drames des migrants, malgré le terrorisme auquel assistent vos sociétés. Même là où la langue faisait défaut, les traducteurs ont comblé le vide. Le livre étant un de nos principaux produits d'exportation, de nombreux éditeurs, et aujourd'hui des éditeurs numériques, peuvent vous témoigner de l'ampleur de cette diffusion. Idem pour les éducateurs. Dans la palette très riche des langues étrangères proposées,
ils constateront que le français résiste fort bien aux avancées de l'anglais. À la base de ce phénomène, la constatation bien étayée que la formation francophone facilite l'accès aux autres langues. Pour cela, chers amis, un principe de base, la liberté. Et la liberté résonne si bien en français. C'est un mot que chérissent tous ceux qui partagent chez vous, chez nous et avec vous les écritures et les valeurs francophones. Aussi, et je le dis en conclusion, faudra-t-il, pour la préserver, alimenter cette demande universelle de culture française, sans arrêt rehaussée par des écrivains de tous les continents. Il faudra tout autant éviter que ne s'étiolent les institutions francophones pléthoriques, tentaculaires ou immobiles. Notre sommet, aujourd'hui, y répond. Écrire en français, c'est plaider pour le divers, opter pour la tolérance, lutter pour la liberté. Si les lois du marché parlent aujourd'hui l'anglo-américain, les lois de l'éthique et de la culture peuvent et doivent conserver, elles, leur accent français. Avec la justice et l'égalité pour ciment, les alliances sacrées contre le terrorisme seront alors bien plus larges et bien plus solides. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Madame la Secrétaire générale adjointe, Excellences, Mesdames et Messieurs, à toutes ces peurs d'oppression culturelle comme à toutes les craintes d'atomisation culturelle, un seul antidote, la liberté et la tolérance. Une sorte d'Adam Smith culturel. Laissez penser, laissez passer, laissez dire. Face aux doutes généralisés, le français peut, au Moyen-Orient, épouser une autre culture, elle aussi pétrie d'histoire, fière de ses racines arabes, soucieuse de ses particularismes et ouverte aux valeurs et aux idées universelles que vous incarnez. Il n'y a pas de liberté politique ou économique sans liberté culturelle, comme d'ailleurs ni les uns ni les autres ne se conçoivent dans l'uniformité ou dans la médiocrité. Le français peut et doit continuer d'assurer un rôle défiant les chocs de civilisation et de culture. Et la mission laïque, elle, est toujours là, avec son esprit d'ouverture, son sens de la diversité, son appétit de modernité. Elle est toujours là avec la FLEC, avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, avec l'AUF, avec d'autres organisations. Ils sont tous là et bien là pour relever ce défi global et historique. Merci de m'avoir écouté. Merci à la mission laïque, merci à l'ONU de m'avoir accordé le privilège de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci, madame. Merci, Monsieur le Ministre. Pas de commentaires autres que ces applaudissements pour cette magnifique introduction, qui est une grande leçon inaugurale pour nous tous. Merci.